étatique, a toujours été laïque, restera toujours laïque. Aujourd'hui, les musulmans, je dirais l'Anatolie, et de plus en plus, je dirais ce que vous appelez vous, la bourgeoisie, donc s'exprime plus, n'est plus, je dirais, renfermée. Donc on voit plus, je dirais, sa pratique qui est un peu décomplexée, elle est décomplexée, donc elle le montre, je dirais, par son costume, par la participation à la vie politique, par les journaux. C'est un retard qui a depuis 20-30 ans. Aujourd'hui, quand il y a eu un coup d'État avec Kenan Evren, c'est Kenan Evren qui a imposé l'enseignement de la religion. Et pourtant, ce n'était pas soi-disant. Donc, il faut arrêter il faut dire les vérités. Il ne faut pas jouer sur les mots, s'il vous plaît. Donc, le peuple turc a toujours été pratiquant, toujours... J'aime pas le mot, je dirais, tolérant. L'islam est toujours tolérant. J'aime pas qu'on nous divise. Donc le peuple turc est un des meilleurs peuples qui pratique la religion. Donc on peut pas dire qu'aujourd'hui... Non, aujourd'hui on est décomplexé, on le montre. Avant on se taisait, on avait honte, on se fermait, on n'allait pas dans les plateaux, on se montrait pas, c'est tout. Maintenant on se montre, parce que la nouvelle génération... elle est décomplexée, puis elle vague dans ce monde de communication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Ce que vous voulez nous dire finalement, c'est que ce que propose le Premier ministre turc, c'est qu'il est en face finalement avec cette population musulmane, voilà, qui a envie pour des femmes de porter le voile. Aujourd'hui, il y a des députés qui portent le voile. Finalement, c'est nous, peut-être notre regard d'occidentaux qui avons ce regard sur la Turquie, et ça nous gêne peut-être, Didier Billon, justement. Il faut aller à Istanbul pour voir. Non, moi pour le coup, je suis très d'accord avec ce que mon voisin vient d'exprimer. Je pense qu'en réalité, il faut arrêter de considérer que, par exemple, le port du voile par les femmes au Parlement ou à l'université va mettre en péril l'État laïque. Personnellement, j'ai des étudiantes en France qui sont voilées. Je n'ai pas l'impression que la France est en train de s'islamiser. Ça, l'extrême droite peut le prétendre, mais moi, je ne serai pas de ce bord-là. Donc, il faut prendre les choses calmement et de façon exigeante, vigilante. Je crois que fondamentalement, la société turque est conservatrice sur un certain nombre de ses valeurs. Mais l'est-elle plus que la société états-unienne sur d'autres valeurs, etc. On a beaucoup critiqué M. Erdogan, à juste titre, sur sa volonté de, par exemple, restreindre le droit à l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. Je pense que c'est très critiquable. Ceci étant, je suis ce qui se passe en Espagne avec acuité, et c'est même pire que les mesures que voulait faire prendre M. Erdogan. Donc il faut toujours mettre en perspective. Par contre, c'est vrai que c'est une société profondément conservatrice, mais il y a une chose tout à fait essentielle, c'est que ceux qui auparavant ne s'exprimaient pas, n'étaient pas sur la place publique, maintenant le font. Mais ça, c'est il y a une parole qui s'est libérée finalement. Mais ça, c'est un progrès formidable, parce que même si nous sommes dans une situation politique liberticide, il n'empêche, sur une quinzaine d'années, les droits démocratiques, collectifs et individuels se sont élargis. Et c'est ça qui est essentiel. Vous dites situation politique quand même liberticide. Bien vous sûr. parlez quand même de dérives autoritaires là, chez le Premier ministre. Pour conclure, il y a une chose qui m'a beaucoup plus ennuyé, c'est lorsqu'il y a eu les événements de Gezi. On rappelle, c'est au mois de juin pour nos téléspectateurs, ces milliers donc de manifestants qui, au départ, on protestait pour des questions environnementales, pour la fermeture d'un parc, et c'est devenu en fait une protestation politique. Et c'était une contestation de ce qui était considéré, caractérisé comme l'autoritarisme du Premier ministre. Et la façon dont il a réagi, et là je rejoins ce qu'exprimait Ali tout à l'heure, en disant « moi j'ai 50% des suffrages exprimés », ce qui est vrai, et personne ne lui conteste, donc je peux faire ce que je veux. Et y compris cette attitude de polarisation de la société a été critiquée par le président de la République de Turquie, M. Gül, qui est du même parti, qui est fondateur du même parti, parce que M. Gül a dit « mais il est légitime de contester », c'est même l'expression du fait que la démocratie turque est saine. Donc il y a des divergences, y compris au sein de l'AKP, et cette volonté systématique de M. Erdogan de polariser la société est dangereuse pour l'avenir de la démocratie, et ça m'inquiète plus que les histoires de voile. Alors justement, est-ce que vous êtes d'accord avec Marc Seymour, avec Didier Billon, c'est-à-dire que ces dérives autoritaires sur le plan politique, mais finalement sur le plan sociétal, enfin en tout cas pas sur le... qu'il faut justement nuancer la chose. C'est-à-dire, il est évident que la société turque aujourd'hui est plus libre qu'il y a 15 ans. Ensuite, on peut se demander si elle est plus libre qu'il y a 5 ans. Et ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une réelle dérive autoritaire du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, ce que les Turcs appellent la poutinisation, à la Poutine d'Erdogan. La question de l'islam et de la visibilité de l'islam est une autre question. C'est-à-dire, effectivement, la société turque est profondément conservatrice et croyante. 70% des femmes à peu près portent le foulard, etc. C'est vrai que grâce à l'AKP, il y a eu une libération de ce point de vue-là, que des gens qui avaient honte, il y avait
aujourd'hui se sont libérés et assument ouvertement leurs valeurs religieuses. Mais la chose est quand même beaucoup plus perverse. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de légitimation par en haut. On voit les femmes du président de la République, du Premier ministre qui portent le foulard dans les occasions officielles, ça légitime le foulard. Et il y a aussi l'autre chose, la pression du quartier, la pression par en bas, qui justement, des gens tout à fait démocratiquement, ce sont leurs valeurs, font pression de plus en plus pour que ces valeurs musulmanes soient mises devant. La femme qui ne porte pas le foulard dans un quartier, dans certains quartiers populaires, eh bien, c'est pas si bien que ça, on laisse entendre, vous savez, le foulard, porter le foulard ou pas le foulard en turc, c'est pour une femme être ouverte ou fermée, c'est assez connoté. Voilà, donc celle qui ne porte pas le foulard, on laisse entendre qu'elle n'est peut-être pas d'une très bonne moralité. Donc cette pression existe, cette pression est très forte, et c'est cette pression d'en bas aussi qui fait très peur aujourd'hui à toute cette partie de la société turque qui est laïque, à peu près un tiers de la société. On oublie aussi, quand on parle de l'islam en Turquie, qu'il y a à peu près un tiers de la population qui sont des alévis. On peut être musulman et laïque. Absolument, absolument. Bon. Mais il y a un tiers de la population qui sont des alévis, qui sont une secte hétérodoxe venue du chiisme, qui sont beaucoup plus modernistes, et qui, eux, vivent, par exemple, cette pression croissante de l'islam sunnite classique comme une menace pour leur mode de vie, etc. Donc il ne faut pas là-dessus être angélique sur le thème. Oui, voilà, c'est merveilleux, il y a le foulard, il n'y a pas de problème. Ali Kassanti. Bien sûr qu'il y a des choses comme ça, mais en même temps, il faut voir aussi certains processus assez profonds en cours en Turquie. D'abord, il y a cette question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que M. Erdogan est en colère depuis plusieurs années ? Il est hégémonique politiquement, il a 50% des voix. Eh bien, il n'est pas hégémonique sociétalement et idéologiquement. Le Guezil a montré. La société n'accepte plus la délégation qui a été reçue par le elle a demandé cette délégation. Laisse-moi parler. Elle a demandé l'annulation du 3e aéroport, l'annulation du 3e pont, l'annulation du projet Canal Istanbul. L'opération du 25 l'opération soi-disant de corruption du 25 décembre a demandé l'opération du 25 décembre a mis, a bloqué tous les comptes des entreprises qui avaient gagné cet appel d'offres. Comme par hasard, c'est la suite logique. Donc la troisième vague, on verra dans d'autres mois ce qui va se passer. Ali Kassanti. Je dis simplement une chose, c'est que la société turque aujourd'hui s'est émancipée, Gezi l'a montré, et ça continue. Et Erdogan et d'autres dirigeants qui auraient l'illusion de pouvoir manipuler cette société ont tort parce qu'ils ne pourront plus. Donc, parce qu'il y a un processus d'individualisation en Turquie en cours. Les gens réfléchissent par eux-mêmes. Bien sûr, il y a la pression du quartier et tout ça continue. Mais le communautarisme n'a pas disparu. Mais il y a l'individualisme qui avance. L'individualisme qui avance. Le rapport des gens, de plus en plus, le rapport des gens à la religion est en train de se modifier. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans une société musulmane. Je pense que ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc, tout ça font que le Erdogan n'arrive pas à sortir d'une logique de victimisation. C'est-à-dire qu'il appartient effectivement à des cercles ou à des groupes sociaux qui ont été méprisés par la République. Ces gens-là étaient des musulmans, des réactionnaires, etc. Ils ont pris leur revanche. La nouvelle bourgeoisie anatolienne, le gouvernement, ils ont pris leur... Ça suffit maintenant. Ils ont le pouvoir. Il faut cesser de se poser comme victime. Et Erdogan a tendance à ça. Et il faut qu'il comprenne que la société turque n'est pas d'accord avec toutes ses idées personnelles. Il faut qu'il comprenne ça. Et on a ce tweet d'un internaute: nous aspirons à une société turque moderne et plus libre dans la mesure où chaque citoyen est libre de choisir sa conception religieuse. Didier Bignon, moi ce qui m'intéresse, c'est que les Occidentaux ont toujours vanté ce modèle turc en disant: regardez, la Turquie, c'est l'exemple à prendre au moment des printemps arabes. Islam et démocratie peuvent très bien s'allier. Aujourd'hui, vous avez parlé vous-même de ces dérives autoritaires du Premier ministre turc. Alors, est-ce que la Turquie est un modèle ? Non, ce n'est pas un modèle, mais pour moi, ça n'a jamais été un modèle, et notamment depuis 3 ans, depuis cette émergence de cette onde de choc politique qui traverse le monde arabe. Il y a eu beaucoup de débats à ce propos. Pourquoi ? Parce que la Turquie, qu'on le veuille ou non, a connu une expérience démocratique depuis maintenant près de 100 ans. Qu'il y a eu une transition démocratique multipartite après la Seconde Guerre mondiale. Donc, avec des coups d'État, de façon chaotique, de façon non linéaire, avec des reculs. Il n'empêche, peu à peu, l'état de droit s'est implanté, avec toutes ses défaillances. Une société civile a commencé à émerger, ce qui est notamment constatable depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Les États arabes
ceux qui ont essayé de secouer ces joues autoritaires telles que la Tunisie ou l'Égypte n'ont pas du tout la même expérience. En ce sens, ils ne pouvaient pas copier-coller l'expérience turque. Nous sommes dans des dynamiques différentes. Alors, il y a eu tout un débat sémantique sur est-ce que c'est un modèle ou est-ce que c'est une source d'inspiration. Au-delà même de la querelle sémantique, c'est très important la différence. C'est que les peuples arabes qui sont en mouvement aujourd'hui analysent, regardent ce qui se passe en Turquie ou ce qui s'est passé depuis maintenant quelques décennies pour éventuellement se servir des meilleurs éléments, oui, mais ce n'est pas un modèle en tant que tel, parce que les modèles dans les relations internationales aboutissent toujours à des catastrophes. Il y a eu le modèle soviétique, on a vu ce que ça a donné. Donc, en ce sens, ne parlons pas de modèle, et pour ma part, je n'ai jamais utilisé ce terme. Et d'ailleurs, M. Ranucci, qui est le chef de Ennahda, en Tunisie, quand il est arrivé sur le tarmac en janvier 2011, il y a juste le tarmac de l'aéroport de Tunis en janvier 2011, il a dit, une des premières choses qu'il a déclarées, il a dit « mon modèle, c'est l'AKP ». Il n'a pas dit « c'est la Turquie ». C'est très différent parce que la Turquie est un État qui a connu le kémalisme avec ses ombres et ses lumières, avec... Oui, enfin, c'est pas du tout la même chose. En ce sens, jamais dans le monde arabe... peut-être une minorité, on dit le modèle c'est la Turquie, ça n'existe pas. Les Occidentaux ont prétendu que la Turquie pouvait être un modèle pour les États arabes, mais ça c'est autre chose. Un modèle n'est pas nécessairement exportable. Si on pose la question est-ce que la Turquie est un modèle, d'une certaine façon, y compris ce qui est en train de se passer maintenant, montre que la Turquie l'est. C'est-à-dire que la démocratisation, malgré les dérives autoritaires d'Erdogan, malgré les journalistes emprisonnés, il y a eu cette réalité de la démocratisation menée par l'AKP dans cette révolution du Bosphore. Ces jeunes qui ont manifesté au printemps dernier à Gezi, c'est des jeunes qui sont la génération Erdogan, de la même manière que les jeunes de 68 étaient les jeunes qui avaient grandi à l'époque des 30 Glorieuses, de De Gaulle, etc. Et c'était des mouvements en partie équivalents. C'était des jeunes qui avaient oublié la peur. Leurs parents, leurs grands frères même, avaient tous été marqués par les coups d'État militaires, la torture, les arrestations, etc. Eux n'ont plus peur. Et pour eux, la démocratie va de soi. Et c'est au nom de ça qu'ils sont descendus dans la rue contre Erdogan. Et encore aujourd'hui, avec ce scandale que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit ? Qu'il y a une société où il y a du mouvement, c'est-à-dire il y a des juges, quel que soit leur lien avec ou non la confrérie de Fethullah Gülen, les juges posent des questions, les juges mènent des attaques contre le gouvernement qui auraient été auparavant impensables. Il y a une presse qui parle de ce qui est en train de se passer. Il y a des jeunes qui ont manifesté et qui vont remanifester. Donc en réalité, ce processus de démocratisation dont Erdogan avait été l'incarnation, d'une certaine façon, a réussi. Ali Kassancigil, on le disait au début de cette émission, il va y avoir 2 scrutins très importants en Turquie, au mois de mars des municipales, et puis au mois d'août une présidentielle. On dit d'ailleurs que Recep Tayyip Erdogan aspire à devenir président et à remplacer, à succéder en tout cas à Abdullah Gül. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre turc est toujours aussi populaire et qu'il va remporter ces élections ? Oui. Avant de vous répondre, je vais juste dire une chose. Moi, à la place de modèle, j'ai un terme que je préfère, c'est la Turquie est une boîte à outils pour les sociétés arabo-musulmanes. Voilà. Ils peuvent piquer dedans. Voilà. Bon, alors effectivement, il y a sur les échéances électorales. Cette série d'échéances électorales, les élections locales, présidentielles, législatives. Alors, il est certain que le parti AKP reste populaire en tout cas, parmi les couches à bas revenus modestes de la société, parce que depuis 10 ans, le revenu par tête d'habitant a été multiplié par 3 dans ce pays. Donc les gens vivent mieux. Et par conséquent, il aura des voix. Et d'ailleurs, ça, on n'a pas beaucoup parlé, pardonnez-moi, parce que justement, vous parlez de l'économie, mais l'économie, elle va quand même un peu moins bien. On parle d'une économie en 2011 où le taux de croissance était de 8%, qui est tombé à 3,5% selon les prévisions du FMI, je crois, pour 2014. Et la livre turque aussi, qui s'effondre aussi par rapport au dollar. Donc là, il pourrait peut-être payer... Grâce à l'opération du 17 Non, c'est avant. Peut-être qu'il pourrait payer Erdogan dans les urnes, justement, cet affaiblissement de l'économie, quoique l'opposition est très divisée. Ça peut jouer, effectivement. La livre turque a atteint des niveaux historiquement bas. L'économie est financée en partie par les investissements étrangers qui ne viennent plus, etc. Donc ça va être difficile les années à venir. Mais je pense que d'après les sondages actuellement, Erdogan, à l'AKP, pourrait avoir quelque chose de l'ordre de 40%, à la place des 50% d'il y a quelques années. C'est de loin le premier parti. De loin le premier parti. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais des problèmes, des déficiences de la diplomatie, de la démocratie turque,
l'un des grands problèmes, c'est l'absence totale d'une opposition parlementaire. Les partis sont nuls en face de oui, mais est-ce que ça, c'est la faute du Premier ministre? Non, pas du tout. Ou est-ce que c'est à la faute, justement, de l'opposition? Pas du tout, c'est donc l'opposition, ce n'est pas bien de sûr. ce fait-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, donc, ils peuvent faire 40%, en gros. Aux élections présidentielles, il a ses chances, bien sûr. Gül va se représenter ou pas? On ne sait pas. Parce qu'on l'entend pas beaucoup, d'ailleurs, Abdullah Gül, dans cette affaire. Parce qu'il a pris des positions contre certaines actions autoritaires d'Erdogan, comme à Gezi, etc. Et là, tout récemment, Gül explique il faut mener la lutte contre la corruption jusqu'au bout. C'est quand même pas la même chose que les langages d'Erdogan. Mais ensuite, il a eu une expression malheureuse en disant que puis-je faire? Alors là, ça a été très mal reçu dans l'opinion publique turque, là. Allez, ce tweet d'un internaute, pour moi, le Premier ministre Erdogan a une surexposition médiatique incroyable qui fait de lui l'homme le plus important, mais très controversé du pays. Très rapidement, à mettre au grâce, mais très rapidement, parce que je dois rejoindre Steven Jambeau pour sa chronique sur les réseaux sociaux. L'Union européenne a réclamé aujourd'hui une enquête, veut des éclaircissements sur ce scandale de corruption. Est-ce que l'Union européenne s'éloigne encore un peu plus aujourd'hui de la Turquie? Non, au contraire. Aujourd'hui, l'Union européenne a accepté de signer des chapitres. Au contraire, aujourd'hui, quand vous regardez le bilan de l'AK Party, qui est aujourd'hui le président, M. Erdogan, demain ce sera quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui c'est un bilan. Le président de l'AK Party, c'est M. Erdogan qui est en même temps Premier ministre, mais demain ça sera quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui le bilan positif de cette boîte à outils, c'est l'AK Party, c'est pas M. Erdogan, c'est la boîte, parce qu'il n'est pas tout seul, il n'est pas autoritaire, il y a toute une équipe qui travaille, il y a toute une population qui le suit, il y a toute, je dirais, des ministres qui le suivent, qui ne l'ont pas lâché. Le bilan est positif. Aujourd'hui, depuis plus d'un an, il n'y a pas eu un attentat en Turquie. On ne parle plus de... Je dirais, il y a ce qu'on appelle le barış süreci qui est important. C'est qu'il y a un processus de paix aujourd'hui que personne ne veut, que tout le monde renie, mais qui était impossible avant. Donc aujourd'hui, on essaie de tout cacher. Aujourd'hui, la Turquie a ouvert Marmara, a fait beaucoup d'espoir. Donc le bilan positif des 11-12 années est très positif. Donc par contre, si on regarde la photo au temps instant de Gezi Park, qui n'est pas déjà unanime, même entre nous. Sur les manifestations de juin dernier. On ne peut pas résumer comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez bien défendu le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan. La réalité. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, vous restez avec moi. Je retrouve Steven Jambeau pour sa chronique sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait le buzz aujourd'hui. Alors, ce qui a fait le buzz aujourd'hui, c'est cette annonce, et c'est en train de devenir un petit peu un feuilleton en termes médiatiques en France. C'est cette annonce de rachat du Nouvel Observateur par les actionnaires du Monde et Xavier Niel. En premier lieu, voilà. Alors c'est sorti hier soir en tout premier lieu sur Libération et ça a été repris ce matin par Les Échos et Le Monde. Ils en parlaient sur leur site internet. Ce serait un tournant, ce serait une rupture puisque Claude Perdriel, 87 ans, qui a cofondé avec Jean Daniel le Nouvel Observateur, céderait, après 50 ans de pouvoir, céderait ses activités au capital. Il était d'ailleurs ce matin en conférence de rédaction, on le voit là, avec cette photo partagée sur les réseaux sociaux. On voit à ses côtés Laurent Geoffrin, par exemple. Il est venu expliquer pourquoi il souhaitait céder une partie du Nouvel Observateur. Alors, selon l'AFP, la discussion porterait en gros sur le rachat de 75% du Nouvel Observateur, 13,4 millions d'euros. L'idée, en fait, c'est d'assurer la pérennité du Nouvel Observateur. C'est ce que le Nouvel Observateur raconte sur son site, avec cet article qui d'ailleurs est tout au conditionnel, puisque rien n'est fait pour le moment. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Regardez par exemple Vogelsong qui dit assez critique, un très gros média insipide et poussiéreux rachète un gros média insipide et poussiéreux. Et regardez par exemple Jacques Rosselin qui s'interroge et qui dit voilà 100 000 abonnés au Monde, 500 000 abonnés à Télérama, 100 000 abonnés à Courrier, 400 000 abonnés au Nouvel Observateur. Ça ferait un gros fichier d'1,1 million d'utilisateurs et d'abonnés pour un gros groupe médias. Alors, Pierre Berger, ce matin, n'était pas trop pour, mais finalement, ce soir, on l'apprend sur le site de l'opinion.fr que Pierre Berger sera aux côtés de Niel Pigas pour le rachat du Nouvel Observateur. Voilà. Et deux rappeurs américains qui ont tourné un clip en Corée du Nord, Steven. Voilà, un clip en Corée du Nord. Ils y sont allés sur un coup de tête. Ils ont même lancé une récolte. On peut le voir, le clip ? On va peut-être le voir. Voyons un Allez, petit on regarde un ensemble. extrait. C'est parti. Another murder zone, 007 on the mission, feel like James Bond. They say it's dangerous when my streets be a hill zone.
For the snakes and mass killers never walk alone. Read the die legend, so my story go on. I'm at the top of the world, right now I'm feeling strong. Beast mode, gorilla mode, I'm going King Kong. I'm on the freedom land, but the fight still go on. Say I will make it out the streets, but I know right from wrong. I stand tall to no career, salute the King Young. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez comment ils ont fait quand même pour tourner en Corée du Nord, qui est un des pays les plus fermés, peut-être d'ailleurs le pays le plus fermé de la planète. Eh bien écoutez, ils ont décidé d'y aller au culot et de faire un grand tour d'Asie. Ils sont partis avec un appareil photo, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils sont allés à Hong Kong, ils sont allés en Chine, ils sont allés en Mongolie et ils ont fait un arrêt par la Corée du Nord où ils ont décidé de tourner ce clip-là devant tout le monde. Ils avaient fait une petite récolte sur Kickstarter où ils avaient levé $10 000 et on les a laissés faire comme de simples touristes. Mais attention, pas de message politique derrière, c'était juste un coup comme ça pour le fun et peut-être un gros coup marketing pour deux jeunes rappeurs de Washington qui ont 19 et 20 ans. Merci beaucoup Steven Jean. On vous retrouve un peu plus tard. Quelle heure votre chronique? À 20h43-44. Et là, elle sera complète. Elle sera au complet. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Je vous retrouve demain avec Steven donc à 19h50 et je vous retrouve surtout à partir de 18h. Très belle soirée. Tout de suite, Paris Direct qui se poursuit avec Raphaël Kahn, le journal.